Bonjour, je m'appelle Étienne Benquin et je fais une thèse CIFRE avec Sicara et Centrale Supélec sur le sujet du Few Shot Learning en Computer Vision. Toutes les 2 semaines, je vous partage dans une vidéo de moins de 10 minutes les apprentissages que je fais dans mon quotidien de doctorant. Et aujourd'hui, on va plonger ensemble dans la donnée pour remettre en question un peu les suppositions qu'on fait tout le temps en Few Shot Learning. Avant de démarrer, on va faire un rappel rapide de ce que c'est que les solutions de metric learning pour résoudre des tâches de few shot. Donc à partir d'un grand dataset sur lequel on a beaucoup de classes et beaucoup d'images par classe, on va entraîner un réseau à extraire des features des images. Ensuite, pour évaluer notre modèle, on va prendre un test set dont les classes sont disjointes de celles du base set. Et de ce test set, on va sampler des tâches de classification few shot qui sont constituées d'un support set, qui sont les exemples labellisés qu'on donne à notre algorithme pour résoudre la tâche, et le query set qui sont les images de ces mêmes classes dont on va demander à l'algorithme de prédire la classe. Pour faire ça, on va, à partir du réseau qu'on a entraîné sur le base set, extraire des features de toutes les images, et ensuite on va comparer les images dans cet espace de features. Une manière assez courante de faire ça, c'est les prototypical networks, dont je vous ai déjà parlé, qui consistent à prendre la moyenne des features pour chaque classe, pour constituer un prototype de chaque classe, et ensuite simplement de classifier les queries en les comparant et en les assignant au prototype le plus proche. Ça suppose que dans l'espace des features, les classes sont bien séparées en clusters. Si on applique les prototypical networks, en fait, on fait même la supposition que ces clusters, c'est des clusters bien sphériques tout parfaits. Et bien aujourd'hui, je vous propose de vérifier ça en plongeant vraiment dans la donnée. On va travailler sur Mini-ImageNet, qui est une sous-partie d'ImageNet qui est découpée de manière à ce que les classes du base set soient différentes des classes du test set. C'est un benchmark qui est très populaire en Few Shot Learning parce qu'il est relativement léger, il peut tenir en RAM et on peut avoir des performances pas trop mauvaises dessus. Donc pour ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est très adapté. Donc j'ai entraîné un ResNet 18 sur le base set de Mini-ImageNet et je m'en suis servi pour extraire un vecteur de features de taille 512 pour chaque image du dataset. Là, ce qu'on a sous les yeux, c'est une réduction t-SNE en 2 dimensions des features des images du test set. Et on va se servir de ça pour voir à quel point est-ce qu'on est capable de bien clusteriser. Donc là, ce qu'on voit, c'est toutes les images ensemble projetées dans le même espace en 2D. A priori, on ne voit pas grand-chose, mais on suppose que ce n'est pas très bien clusterisé. Pour voir quel genre de cluster on peut avoir, on va regarder la même chose, mais sur le train set. Donc là, on voit que sur le train set, on a bien que des clusters bien parfaits. Chaque classe, c'est une petite boule. Il y a quelques outliers, mais on voit que c'est très bien séparé. Et ce n'est pas du tout ce qu'on a sur le test set. C'est plutôt normal, parce que ça, c'est les images sur lesquelles on a entraîné le modèle. Donc c'est facile. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est comment on peut clusteriser sur les classes du test set, c'est-à-dire sur les classes dont on n'a pas vu d'exemple, les vraies classes sur lesquelles on fait une tâche de Few Shot Learning. Revenons donc sur le test set. Hop. Et on va sélectionner uniquement quelques classes. Par exemple, ici, on va prendre le rideau de théâtre et le bus scolaire. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on a bien 2 clusters, mais beaucoup d'outliers. On ne sait pas trop si c'est des vrais outliers dans l'espace des features ou si c'est la réduction t-SNE qui a créé ça. Pour le savoir, en fait, il faudrait regarder en dimension 512. En tout cas, c'est pas trop mal, mais c'est quand même moins bien que ce qu'on a sur les classes du train set. Maintenant, on va regarder avec d'autres classes. On va regarder par exemple le nématode, qui est un genre de ver de terre. Là, on voit que les features forment 2 clusters un peu distincts. Si on ajoute une autre classe, par exemple le crabe royal, on voit que les features du crabe royal, en fait, elles forment aussi des clusters distincts et en plus qui sont intercalés avec les clusters du nématode, en tout cas dans cet espace en dimension 2. Donc si notre méthode de classification, c'est de calculer un prototype qui va être la moyenne de toutes les features d'une classe et ensuite de comparer par distance à ce prototype, si notre tâche c'est de séparer le nématode et le crabe royal, on risque de se planter. Là où ça fait surtout réfléchir, c'est sur la manière dont on évalue les algorithmes de Few Shot Learning. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un test set et on génère aléatoirement des milliers et des milliers de tâches. Ce qui fait que d'une tâche à l'autre, on va demander à notre modèle de distinguer un rideau de théâtre d'un bus scolaire ou un lion d'un lycaon, qui est un genre de chien chasseur qui vit un peu dans les mêmes régions, je crois. Et là, on voit que c'est beaucoup plus compliqué. En fait, les 2 tâches, elles n'ont rien à voir. Et en fait, la pertinence de la tâche, elle ne dépend pas juste des classes qui sont dedans, ça va aussi dépendre des exemples qu'on choisit, en particulier des exemples qu'on choisit dans le support set.
Revenons au nématode et au crabe royal. Si, dans votre support set, vous avez eu la chance de récupérer des éléments qui représentent bien la diversité des classes, c'est-à-dire vous avez bien pris des exemples ici dans ce cluster, ici dans ce cluster et ici dans ce cluster pour le crabe royal, et des exemples dans ce cluster et dans ce cluster pour le nématode, alors vous risquez de bien vous en sortir si vous avez le bon classifieur. Mais si vous avez pour le crabe royal que des exemples dans ce cluster en bas à gauche et pour le nématode que des exemples dans ce cluster en bas à droite, vous allez perdre la vue de toute la diversité de ces classes et vous risquez de vous planter complètement. La recherche en few-shot learning, elle est très focalisée sur la création de nouveaux algos de plus en plus compliqués qu'on va tester sur des énormes benchmarks, comme ça, avec des milliers de tâches samplées aléatoirement, pour voir si elles performent mieux l'une que l'autre. L'idée, c'est que si on génère assez de tâches, on se dit qu'on a testé notre algo sur tous les cas possibles, donc c'est plutôt représentatif. Mais en réalité, quand on utilise le few-shot learning dans nos vrais cas d'application, on va passer beaucoup de temps à choisir les bons exemples dans le support set. C'est ce qu'on a vu. Si on choisit les bons exemples qui représentent bien la diversité d'une classe, on a toutes les chances de réussir, beaucoup mieux que si on choisit un classifieur plutôt qu'un autre. Donc ça, c'est un sujet qui m'intéresse énormément en ce moment. Donc si vous travaillez sur un sujet proche ou que ça vous intéresse ou que vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter pour en parler. Moi, ça m'intéresse beaucoup. En attendant, je vous mets en description quelques ressources sur le sujet. Avant de se quitter, je vous propose de faire un petit point sur le tooling. Vous vous êtes peut-être demandé comment j'ai fait ce dashboard-là, donc c'est l'occasion pour moi de vous parler d'un outil que j'adore, c'est Streamlit. Donc c'est une librairie qui permet de faire une page web extrêmement rapidement, 100% en Python, donc ça permet de se faire ce genre de petit dashboard extrêmement vite. Donc dès que je veux avoir une belle visualisation de quelque chose, en général, je vais me créer un Streamlit, que ce soit pour regarder les résultats de mon expérience, comparer plusieurs expériences, aller regarder les images, aller regarder la data sous une forme ou sous une autre. Le truc, c'est que pour la plupart des cas d'usage, il va exister un outil plus spécifique, donc plus pertinent pour ce cas-là. Par exemple, ici, pour visualiser une projection en 2D des features, on va pouvoir utiliser un TensorBoard. Mais l'avantage de Streamlit, c'est qu'avec un seul outil, une seule maîtrise, on peut tout faire à la fois. D'ailleurs, en fait, on peut même, avec un Streamlit, intégrer un TensorBoard. Merci de m'avoir écouté, j'espère que ce format vous a plu. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens utiles dans la vidéo et je vous encourage à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. À bientôt!